Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode avec Rémi Ollier qui est kinésithérapeute à Nice. Rémi qui nous a parlé lors du premier épisode de la pratique informée par la psychologie. On peut aussi dire pratique éclairée par la psychologie, c'est pas un terme facile à traduire. Rémi, content de te retrouver. Est-ce que tu pourrais, dans le premier épisode, tu nous as parlé un peu de la posture du praticien, d'où ça vient la pratique informée par la psychologie. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus en détail sur c'est quoi exactement ce qu'on appelle la pratique informée par la psychologie? Oui, bien sûr. Déjà, rebonjour à tous. Oui, donc effectivement, il y a une grande base qui est cette posture très égalitaire, très horizontale entre le thérapeute et le patient. Mais ça va bien entendu au-delà de ça. Parce que finalement, cette posture très horizontale, elle n'a de sens que si elle sert quelque chose. Et en l'occurrence, cette posture, elle va nous permettre de travailler en partenariat avec le patient pour aller trouver des éléments qui vont être des facteurs de maintien de sa souffrance. Si on n'a pas cette posture, c'est pour ça qu'elle est fondamentale, on ne pourra jamais obtenir ces éléments-là. C'est-à-dire qu'en tant que rééducateur, on est souvent habitué à poser des questions sur des facteurs de maintien qui peuvent être des facteurs de maintien mécaniques, comme par exemple mon patient qui a une fracture qui est en cours de consolidation, ou mon patient qui a une hernie qui est vraiment la source du problème, et là on a un facteur de maintien qui est mécanique. Mais pour obtenir des facteurs de maintien qui sont de l'ordre de la psychologie, donc des émotions, des pensées, on ne va pas pouvoir procéder de la même façon. On ne va pas pouvoir lui demander vous en êtes à combien de temps de consolidation ? Ou là on va avoir un facteur qui va nous permettre de savoir si c'est le périos qui pose souci ou pas. Là, si on lui demande est-ce que vous êtes stressé, est-ce que vous êtes tendu, est-ce que vous êtes ceci, est-ce que vous êtes cela, mon patient, il va pas comprendre forcément ce qui se passe. Et puis surtout, en fait, on peut pas répondre à ce type de questions qui sont très intrusives d'une façon directe. Donc le seul moyen d'obtenir des informations qui vont aller vers ces facteurs de maintien, c'est d'être dans la collaboration, être dans une posture très horizontale. Parce que le patient ne sait pas lui-même que sa souffrance persiste à cause de ces facteurs-là. Donc, il ne voit pas le lien habituellement, entre sa souffrance et ses pensées. Donc, pourquoi aller interroger des pensées ? Puisque de toute façon, il vient pour une douleur de dos. Et c'est tout finalement l'art de cette pratique informée par la psychologie, ou globalement des TCC, là, c'est-à-dire d'avoir une alliance thérapeutique suffisamment forte pour qu'au cours de l'échange avec le patient, on arrive à découvrir son fonctionnement, et que dans son fonctionnement, on arrive à s'apercevoir qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses. Dans une situation particulière, c'est toujours les mêmes pensées, les mêmes émotions qui arrivent, et elles ont tendance à tourner un petit peu en cercle, et en général, elles ont tendance même à se renforcer. Et donc le patient se maintient d'autant plus dans cette situation problème, parce qu'il y a des renforçateurs de cette situation problème. Et la pratique éclairée par la psychologie, c'est l'utilisation justement de la thérapie cognitive et comportementale pour que le patient prenne conscience que sa souffrance, ça n'est pas forcément liée uniquement à des paramètres mécaniques ou des paramètres inflammatoires ou un paramètre neurologique. Voilà, et c'est vraiment d'essayer donc de prendre conscience de ce dont on parlait au premier épisode, la big picture, comme disent les anglo-saxons, avec justement, on prend un petit peu de recul, mon patient vient parce qu'il a un problème de hernie qui déclenche un problème de dos, oui, mais en soi, finalement, cette hernie, elle déclenche une douleur, est-ce que mon patient n'aurait pas, en plus de la douleur, une souffrance ? Je pars peut-être un petit peu loin, mais finalement, est-ce que nos patients consultent vraiment pour de la douleur ? Si on leur pose la question à la première séance, je pense qu'ils répondent oui à 95%. Mais s'ils consultaient vraiment pour de la douleur, dès que la douleur apparaît, ils viendraient nous voir. S'ils viennent nous voir parfois au bout de 3 mois, et s'ils consultent parfois pour la première fois au bout de 3 mois, c'est que vraisemblablement la douleur, soit elle a fortement augmenté, ce qui arrive, soit finalement elle est présente mais avec un cortège de choses supplémentaires. Finalement, la douleur était présente au départ, mais au fur et à mesure du temps, ce qui est arrivé, c'est de la souffrance. Et je pense qu'on se concentre beaucoup sur la douleur des patients, et quand on est sur de la douleur chronique, ça pose parfois souci, alors qu'on pourrait peut-être shifter sur quelle est la souffrance du patient. Et à ce moment-là, ça devient aussi plus facile de gérer les paramètres, et notamment le paramètre douleur quand on a un patient qui est très irritable, parce que finalement, c'est pas tant la douleur qui nous intéresse, c'est la souffrance associée à cette douleur. Et quand je disais au début, moi je suis un kiné qui s'occupe de la douleur chronique, finalement j'ai plus l'impression que je suis un kiné qui s'occupe de la souffrance liée à la douleur chronique.
si on veut être précis. C'est comme si on s'intéressait à la manière dont le patient vit sa situation. Donc, on ne s'arrête pas juste à la douleur qui est générée, mais comment il vit sa situation. Ouais. Est-ce que c'est juste si on dit ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et si on veut prendre un exemple assez précis, en fait, en TCC, et donc potentiellement en pratique éclairée par la psychologie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en évidence toutes ces choses-là, une fois qu'on a travaillé en collaboration avec le patient, et une pratique informée par la psychologie ou une pratique en TCC, c'est vraiment, ça change, je pense, un petit peu de la posture qu'on peut avoir en tant que thérapeute habituellement, c'est-à-dire qu'on est avec le patient, à côté du patient, et souvent pas en face du patient, mais à côté du patient. Parfois, c'est même le patient qui prend le stylo et qui écrit sur une feuille, et on élabore quelque chose ensemble. Parce que le patient ne sait pas exactement ce qui se passe dans ses facteurs de maintien, mais que nous non plus, on ne sait pas ce qui se passe dans ces facteurs de maintien. Nous, on peut être conscient potentiellement en tant que rééducateur de certains paramètres mécaniques, mais il faut aller bien au-delà de ça. Donc, cette posture égalitaire, elle est là, pourquoi? Elle est là pour pouvoir collaborer avec le patient et trouver ensemble des facteurs de maintien et ensuite faire un sens de ces facteurs de maintien qui maintiennent la souffrance. Et c'est là toute la subtilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé des situations problèmes, à chaque situation problème, on fait ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Oui, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple Ouais, j'ai pensé à ce moment-là en me disant, voilà, c'est peut-être par un petit moment que je parle, on va essayer de faire concret. Un patient qui arrive au cabinet avec une lombalgie, moi j'en ai un en tête là, c'est pour ça que je le prends. Un patient qui arrive au cabinet après 4 mois d'un parcours voilà, pour lombalgie chronique avec des douleurs qui sont assez importantes. Et le patient, on pourrait dire, quand on le voit comme ça, pas motivé, presque énervé, pas facile d'accès, difficile d'obtenir des informations, patient qu'on pourrait facilement qualifier de relou. Si on était par exemple entre kinés à discuter, on dirait oh là, putain, il est pénible celui-là. Voilà, parce que justement, il est c'est une situation difficile, la douleur est importante, et puis en plus, dès qu'on essaye de faire quelque chose, on voit que le patient, il est pas dedans, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait peut-être, nous, en tant que thérapeute, voir, et puis on pourrait essayer avec ce patient-là, bah, du coup, comme il n'est pas très ouvert, bah, moins il est ouvert, plus on va essayer de fermer les questions, parce qu'en fait, de toute façon, les questions ouvertes, il ne veut pas y répondre. Donc finalement, on rentre dans une forme de résistance avec lui, il ne veut pas, donc du coup, bah, moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, du coup, je vais faire des questions un petit peu plus précises. Et puis, plus je fais des questions précises, plus il y a des chances que le patient, en fait, finalement, lui-même, trouve ces questions-là pénibles, et qu'il se dit, mais pourquoi il me pose toutes ces questions-là, et machin, et tout ça. C'est une escalade symétrique. Et c'est cette fameuse escalade symétrique, ce fameux travail en miroir, où finalement, le patient est un petit peu énervé, que nous, ça nous énerve, et que du coup, lui, ça l'énerve encore un petit peu plus, et puis que ça peut finir vraiment sur une séance où finalement, on n'arrive à rien. Une approche qui serait plus TCC et plus informée par la psychologie, ce serait de se dire, ok, là, je suis dans une situation où mon patient arrive avec une lombalgie qui est quand même importante. C'est un cas qui, forcément, est assez difficile pour lui. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'il pense? Si on dit les choses clairement d'une façon très collaborative, en disant, ben voilà, je ne sais pas exactement en fait ce qu'il vous faut, par contre j'aimerais bien savoir en fait ce que vous dites là maintenant, que vous venez me voir pour la première fois, et que ça a l'air très compliqué, et puis surtout que vous avez fait déjà beaucoup de thérapeutes, que vous allez voir plein de monde. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, là, de cette situation au moment où vous venez me voir? Et puis ben, mon patient, il me dirait, peut-être que en fait, j'ai l'impression que de toute façon, personne ne peut rien pour moi. Je suis venu vous voir parce qu'on m'a dit de venir vous voir, mais de toute façon, je pense que de toute façon, ça partira jamais. Ça fait déjà trop longtemps. On m'a dit que c'était chronique. Que comme c'est chronique, ça partira plus. Voilà, plein de pensées comme ça. Des pensées qu'on pourrait peut-être qualifier de catastrophistes. Ces pensées, on pourrait lui demander aussi qu'est-ce qu'elles amènent comme émotions. Voilà, du stress, elles peuvent amener de la tension, elles peuvent amener une forme de désespoir, voilà, tout ça. Et qu'est-ce que ça engendre comme comportement, tout ça? Que le patient, finalement, il ne veut pas faire ces exercices, il n'est pas motivé pour venir, peut-être même qu'il ne viendra pas aux séances, parce qu'en fait, il pense que ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, c'est là que c'est intéressant, c'est que la conséquence à court terme de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il ne fait pas de rééducation et que la douleur augmente. Et donc, il avait raison. Oui, et ça va faire une prise en charge qui va venir confirmer. Oui, ouais, une de plus. J'avais raison, ça marche pas, mon cas est désespéré. Et donc, le patient, en fait, il se retrouve dans une boucle coincée puisque les conséquences à court terme viennent renforcer les pensées qu'il a. C'est une prophétie autoréalisatrice. Ouais. Et c'est souvent comme ça, en fait, c'est ça qui est terrible avec nos têtes, c'est qu'on a tendance finalement à raisonner sur du court terme, et sur le court terme, on a souvent des comportements qui nous soulagent
mais sur le court terme, mais qui sur le long terme sont problématiques, qui sont non fonctionnelles. On a plutôt tendance à parler en TCC de côté fonctionnel ou pas fonctionnel. Et en l'occurrence, sur le long terme, ça n'est pas vraiment fonctionnel. Mais on a tendance à privilégier le soulagement sur le court terme, et c'est logique. Donc finalement, on tourne un petit peu en boucle. Et ce patient-là, avec qui on va parfois rentrer en résistance parce que justement, il nous embête, parce que nous, on a envie de le guérir, on a envie qu'il aille mieux, mais que lui, on se dit, mais il veut pas, c'est pas qu'il veut pas, c'est que lui, il pense que c'est pas possible. Donc si on n'a pas sa pensée de départ, bah forcément, en fait, il va nous manquer quelque chose et on sera forcément en résistance et c'est le patient qu'on va voir sur le planning le matin et toute la journée, on va penser, lui, je l'ai à 17h, il va me saouler. Voilà. Et les TCC, c'est ça aussi. Et avec lui, comment est-ce que tu t'y prendrais pour pour ouvrir une porte, pour qu'il voit une issue, pour les laisser entrevoir comment tu t'y prends, comment tu t'y es pris avec lui ou comment tu t'y prendrais? En fait, en l'occurrence, ce patient-là, en fait, il avait juste besoin d'être écouté. C'est-à-dire qu'en fait, il a été valdingué de thérapeute en thérapeute, de chirurgien en chirurgien, de rhumato en neuro. Et donc, il avait surtout besoin d'être écouté parce qu'il en voulait beaucoup au monde médical. Donc, la première chose, ça a été d'être écouté, et puis ensuite, justement, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça a été ça, en fait, de faire une analyse fonctionnelle. C'est-à-dire, OK, donc cette situation qui pose problème, est-ce qu'on peut la décortiquer un petit peu? Parce qu'il se passe plein de choses. Vous avez l'air, en plus, quand vous en parlez, d'être tendu. Est-ce que vous pouvez me décrire pourquoi ça vous tend autant? Et le patient, il peut même s'énerver, dire bah ouais, mais ça me tend parce que ceci, parce que cela. Ok. Et ensemble, on note. Ok. Donc dans cette situation-là, ça vous énerve, vous avez envie de taper tout le monde, vous avez machin. Ok, d'accord. Hop. Je peux noter ça comme ça. Est-ce que je peux noter votre phrase ou est-ce que vous le notez vous? Enfin voilà, vraiment quelque chose de très collaboratif. Et une fois que le patient se rend compte que ses pensées sont peut-être à l'origine finalement du maintien de cette boucle de souffrance, parce que là on parle pas que de la douleur, là on parle surtout de la souffrance qui est autour de cette douleur, finalement ça devient un peu plus facile de se dire ah ok, peut-être que je pourrais changer certaines choses. Et parfois le patient dit lui-même ah ouais, peut-être que finalement si déjà je venais faire les séances, ce serait déjà quelque chose qui au moins sur le moyen terme pourrait faire que ça aille mieux. Puis d'un seul coup, on se retrouve quoi? On a fait shifter le patient directement. Pourquoi? Enfin, on a fait shifter, si le patient, il a shifté tout seul. C'est-à-dire qu'il est parti d'une phase où il était, si on reprend les cercles de Prochaska et d'Iclémente de changement avec les phases de pré-contemplation, contemplation, c'est un patient qui était en phase de pré-contemplation et puis qui d'un seul coup, en fait, presque passe directement à une phase d'action. Alors, faut analyser les choses. Est-ce que c'est éphémère? Mais oui, en fait, d'un seul coup, il se dit, ok, plutôt que d'être spectateur et plutôt que de pas vouloir, finalement, est-ce que finalement, je pourrais être acteur de ma propre rééducation et de ma récupération. Donc voilà, l'idée de la pratique éclairée par la psychologie, c'est vraiment de venir sortir du modèle biomédical dans lequel on se trouve pour toujours prendre du recul et travailler avec le patient pour lui faire découvrir qu'il y a vraisemblablement des facteurs qui sont là, inconscients, mais qui maintiennent justement cette souffrance. Et ça nous permet de nous décentrer de la douleur. Et c'est ça qui est absolument génial parce que j'en discutais encore avec Anthony Halimi là, il y a 2 jours. C'est tellement complexe la compréhension de la douleur. On est tellement loin d'avoir compris le quart du tiers de ce qu'est la douleur qu'on se bat sur des notions de sensibilisation centrale, on se bat sur des définitions, on se bat sur plein de phénomènes. C'est complexe. En fait, les TCC, ça te permet d'un seul coup de se dire, ok, je peux faire un bilan complet de la douleur et un bilan neuro de la douleur, je peux faire savoir si c'est plutôt nociplastique, oui, je peux tout ça. Mais d'un autre côté, je peux aussi, quand ça devient trop complexe, m'en détacher. Et peut-être qu'un jour, on aura la réponse exacte sur la douleur, mais au moins, mon patient, en fait, il a moins de souffrance. Et puis, est-ce que c'est pas ça le plus important? Ça soulève plein de questions, parce que il y a une première question. Moi, pareil, pour m'être beaucoup intéressé à la douleur aussi, je pense qu'un des écueils, c'est de vouloir trouver une définition unificatrice, presque le truc, la définition universelle de la douleur, alors que probablement qu'il y a une multitude de mécanismes avec des proportions variées, et il y a premièrement plusieurs, ce qu'on a... J'ai oublié le terme, dégénérescence, c'est le terme qu'on utilise en biologie pour dire qu'il y a plusieurs voies pour arriver au même résultat. Probablement 2 personnes vont expérimenter de la douleur au bout du compte par des voies, des mécanismes totalement différents, qui peuvent être très originaux d'ailleurs. Donc finalement trouver une seule explication, ou une théorie unificatrice de la douleur qui pourrait englober toutes les expériences de la douleur, je pense que c'est probablement casse-gueule dès le départ. Donc c'est ce que ça m'évoque. L'autre chose, c'est que, juste pour résumer, et si pour moi, bien comprendre, je suis le premier auditeur de ce podcast. Tu as parlé beaucoup d'analyse fonctionnelle. Je viens de réaliser, donc l'analyse fonctionnelle,
c'est une partie, ou du moins quelque chose qui se passe durant l'entretien, pendant laquelle le praticien collabore avec le patient pour qu'ensemble, ils essayent d'un peu de démêler les chevaux de tous ces éléments qui peuvent contribuer au maintien de la souffrance. J'avais pas compris que l'analyse fonctionnelle, ça faisait partie de cet entretien. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est encore autre chose ? C'est totalement ça. C'est un travail collaboratif et par rapport à des situations qui posent problème. Et d'ailleurs, Rémi, il y a une question de terminologie qui est accessoire, mais bon, comme on dit toujours, voilà, de nommer les choses, ce n'est pas rien. Bientôt, on retrouvera Frédéric Srour pour un podcast. On l'a déjà enregistré, mais il n'est pas monté. Sur le fait de nommer les choses, c'est quand même très important. Et parce que en anglais, on dit psychologically informed practice. Et quand on essaie de traduire ça en français, je me souviens que tu avais posté une question sur Facebook ouverte pour dire est-ce que vous avez une suggestion, comment traduire ça. Bon, littéralement, on peut traduire ça pratique informée par la psychologie. Et toi, tu préfères presque le terme pratique éclairée par la psychologie. Est-ce que tu peux nous dire quel choix tu as pris, toi ? Qu'est-ce que tu utilises ? Qu'est-ce que tu préfères ? En fait, disons qu'il y a quelques temps de ça, j'avais posé la question en fait sur les réseaux sociaux, à savoir, mais en fait pour les quelques personnes, on n'est pas si nombreux que ça, les quelques personnes qui sont déjà habituées à ce terme, en fait, qu'est-ce qu'ils utilisent finalement comme traduction de pratique informée, de psychologically informed practice. Et il y a eu pas mal de choses. Alors, le truc le plus simple, ce serait de dire pratique informée par la psychologie. Moi, j'ai quand même l'impression que la pratique informée, c'est quand même quelque chose d'un peu lourd et qui ne veut pas forcément toujours dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est un terme qui ne me plaît pas trop. Alors après, c'est difficile de dire pourquoi. Hein, c'est aussi la magie de la langue. Moi, le pratique informée, je trouve ça un peu rigide. Et le côté pratique éclairée, je trouve, amène en plus quelque chose d'assez positif. Ça amène cette notion qu'effectivement, ça t'amène quelque chose de plus. Mais il y a aussi ce côté, on éclaire quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui était peut-être dans l'ombre, d'un seul coup se retrouve un petit peu plus mis à la lumière. Je trouvais que ça avait un côté plus poétique. Voilà, alors maintenant, est-ce que dans la traduction, la poésie des mots compte ? Moi j'ai l'impression que oui, ça fait partie dans les traductions de se dire parfois on peut ne pas être complètement littéral parce qu'en fait ça va bien au-delà. Et le psychologically informed, pour moi, il veut pas tout à fait dire la même chose que pratique informée. Vous voyez, ce côté un peu plus rigoureux. Mais après, je sais pas si c'est utilisé finalement ailleurs dans les autres pays francophones. Je ne sais pas non plus. Et c'est vrai que comme on en parlait dans la préparation, moi ça me parle. Quand j'entends que tu dis pratique éclairée par la psychologie, j'entends aussi pratique éclairée. Et comme je disais, je vais régulièrement en Suisse et moi-même, ayant vécu aussi en Belgique, je sais très bien que suivant les pays francophones, on utilise des expressions différentes. Et en Suisse, ils parlent facilement de pratique éclairée, tout court, pour dire comme de l'evidence-based practice. Et ils appellent ça pratique éclairée. Et j'aime bien ce qualificatif éclairé aussi. Et ça montre aussi tout le fait que, comme tu dis avec les PIP, justement, c'est que l'idée, c'est de voir les choses sous un autre angle. Et c'est vraiment comme quand tu bouges un spot, c'est parfois tu dois éclairer tes trucs et tu dois bouger tu vois bien que si tu bouges les spots différemment, l'ombre est ailleurs. Tu en as toujours un petit peu de l'ombre de toute façon. Et donc, j'aime bien cette idée d'éclairage. Ça montre bien que c'est ce côté parti pris aussi. Hein. Pour moi, c'est aussi à un moment, il faut assumer. Et justement, ça va nous emmener sur le thème suivant. Il faut assumer qu'on est des êtres humains, on est limité, on est dans une interaction qui tient compte aussi de l'humeur dans laquelle on est, comme tu as décrit tout à l'heure avec ce patient, des choses qui résonnent en nous, qui nous énervent ou pas. Et on ne peut pas faire abstraction de ça, même si on essaye d'être le plus professionnel, le plus éthique possible. Ça, c'est évidemment important, mais on n'est pas sans limite quand même. Et par rapport à ça, la dernière fois, tu avais justement évoqué Peter O'Sullivan et comment au départ tu avais une admiration en particulier, pour ce qu'il... Oui, il m'avait beaucoup décomplexé. Et qu'après, petit à petit, tu as changé de regard, tout en ayant toujours beaucoup d'estime pour son travail, mais tu as changé de regard, justement, par rapport à ce qu'il fait ou comment il fait. Toi, tu vois les choses un peu différemment maintenant. Est-ce que tu peux nous dire comment ta vision a changé et à quoi elle ressemble aujourd'hui ? Alors, c'est toujours délicat d'amener des réserves sur quelqu'un comme Peter O'Sullivan qui a beaucoup contribué à l'évolution de notre métier. Donc, bien entendu, c'est des réserves à mon niveau et c'est un jugement personnel. Hein. Mais
Peter O'Sullivan, il a mis au point la thérapie cognitive fonctionnelle avec d'autres personnes comme Wim Dankers, Kieran O'Sullivan, enfin voilà. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'origine de cela. C'est une thérapie qui est intéressante, qui est très intéressante parce que, on parlait du biopsychosocial ou de l'énaction, peu importe, mais c'est une thérapie qui a vocation vraiment à essayer de prendre en charge le patient globalement. Et en ça, c'est totalement louable. Et la thérapie cognitive veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils mettent l'accent sur ce que pense le patient et sur beaucoup les croyances du patient, bien entendu. Il n'y a pas que ça. Ils ont, comme ce dont je parlais précédemment, comme le modèle de Walton ou le modèle de Toussignon-Laflamme, vraiment, il y a différents items qui font qu'on arrive globalement à avoir une vision globale du patient. Mais avec, effectivement, peut-être une emphase sur les croyances du patient, sur ses cognitions. Et l'idée, c'est quand même petit à petit de pouvoir amener le patient à rebouger. Finalement, c'est aussi de la mise en évidence de facteurs de maintien de la douleur comme ce qu'on pourrait faire en TCC. Maintenant, c'est plus la façon de le faire qui me dérange un petit peu. C'est-à-dire que, je disais depuis le début du podcast que les TCC, c'est vraiment une pratique où on est à égalité avec le patient. On est vraiment sur quelque chose d'horizontal et c'est un travail très collaboratif. Et c'est important pour moi ce travail collaboratif parce que c'est lui qui permet de trouver ces facteurs de maintien. L'inconvénient, je pense, de la façon dont le met en place tout ça Peter O'Sullivan, c'est qu'il a une vision quand même très... alors comment dire sans être trop dur, verticale un peu. Merci, verticale. J'avais des mots qui étaient tout de suite un petit peu plus jugeants. Vertical, ça ira comme ça. Il a un abord très vertical du patient. Si vous regardez un petit peu les vidéos qu'on trouve de lui sur YouTube ou même sur son site, en fait, où on le voit en fait discuter avec des patients, c'est quand même lui le professeur et le patient, en fait, on lui montre des choses, on lui explique les choses. C'est une vision assez verticale. Ça a du coup, pour moi, beaucoup de limites. Après, ça peut être parfois très intéressant si le patient est notamment justement en phase de pré-contemplation où on va lui dire regarde, c'est ça qu'il va falloir faire, on va faire comme ça, tu vas respirer. Et ça peut tout à fait marcher. C'est même aussi quelque chose qui peut être utilisé en psychologie. Mais je trouve que du coup, il a une vision très verticale du soin. Et ça, c'est tellement loin de ce que je fais maintenant que voilà, ça m'a un petit peu déçu quand j'ai revu quelques temps après l'avoir vu, ces vidéos. Après m'être formé au TCC, je fais waouh, ah mince. En fait, ce qui m'avait impressionné, finalement, c'était quand même beaucoup le personnage. Je me rends compte maintenant, en fait, ce côté un peu gourou, ce côté un petit peu waouh, j'ai du charisme et je dis les choses. Je me rends compte que c'était un biais et ça m'avait beaucoup impressionné. Et quand on y va avec le recul, il y a quand même beaucoup de ça. J'ai fait je l'ai fait une formation avec lui, mais aussi avec une autre personne que j'ai pas citée d'ailleurs. Et en fait, il y avait la même approche du patient, en fait, une approche très cognitive où on dit au patient, voilà, non, c'est pas votre hernie. Ça a été beaucoup, ça, si vous regardez ces vidéos, ça a été beaucoup son leitmotiv aussi en disant, voilà, les imageries sont pas. Alors que maintenant, de plus en plus, Jean-Philippe en parlait en fait. On revient là-dessus, c'est-à-dire qu'on a presque fait un biais de sélection sur certains articles qui nous paraissaient intéressants. Il y a encore un article qui est sorti là en janvier où en fait on a vu une forte corrélation, c'est une étude qui a été faite sur plusieurs années, on avait quand même vu une forte corrélation entre les signes à l'IRM et les douleurs perçues par les patients. Donc on s'aperçoit que quand même on ne peut pas complètement séparer l'imagerie et le patient. Il y a quand même eu tout un argumentaire autour de tout ça qui est quand même du coup très difficile. C'est-à-dire que si le patient pense que le problème il est lié à son arthrose, je suis pas sûr que c'est en lui disant c'est pas votre arthrose que le patient va arrêter d'y croire. Il y a quand même une notion qui pour le coup est née aussi avec le Neugroup, c'est que le patient pense mal et qu'en lui faisant penser bien, et je dis volontairement mal et bien, ça va aller mieux. Et avec cette notion très présente des fausses croyances et des croyances tout court. Ça, en TCC, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je sais que Elsa, justement, avec qui je fais la formation, elle a toujours du mal avec parce que quand les kinés en formation disent croyances, elle se dit mais alors vous parlez de quoi exactement ? Parce que c'est pas très clair. Pour nous, les croyances, indirectement, c'est tout de suite les fausses croyances et c'est le patient qui pense que c'est pas ça son problème et c'est toujours très orienté biologie et tout ça. Finalement, est-ce qu'on s'en ficherait pas ? Est-ce que finalement le problème ce serait pas que les croyances du patient vis-à-vis de sa problématique ne sont pas trop rigides ? Voilà. Si mon patient il est capable de penser autrement, s'il est capable d'évoluer autour de sa pensée, finalement qu'il pense que c'est sa hernie le problème,
bah, c'est pas très grave, c'est-à-dire qu'on va lui faire 2-3 mouvements, il va voir que ça va aller mieux, et puis bah, du coup, il va plus penser à ses hernies, il va se dire, bah oui, tiens, c'était peut-être pas les hernies, et puis tout va très bien aller. Tandis que si on s'attaque d'emblée à des fausses croyances, bah, on prend quand même le risque de rentrer, là aussi, on parlait de cet effet miroir, en fait, de rentrer un petit peu en conflit avec le patient, où on dit au patient, mais non, c'est pas votre hernie. Ah bon, mais pourtant, le chirurgien m'a dit que c'était la hernie. Oui, mais alors, regardez les statistiques et machin, et puis... je trouve... Alors, moi, je voyais une analogie par rapport à ça parce que justement, c'est justement tomber de Carib dans Scylla. Enfin, du moins, ça n'arrange rien. C'est-à-dire qu'on passe d'un problème où on se dit, oui, on corrigeait des structures. Et puis on dit non, il faut pas, enfin, on corrige pas les structures parce que finalement les gens ont des représentations des choses et tout ça. Mais après, si quand on s'est rendu compte que les gens ont des représentations erronées, donc ou des croyances, et après on veut corriger leurs croyances, finalement l'attitude thérapeutique est la même pour moi. C'est-à-dire on a une attitude de correction et on n'est plus dans le patient partenaire. Donc c'est pas parce on en avait parlé au premier podcast. Pour moi, la subtilité, c'est pas s'occuper des énergies. La subtilité, c'est d'être attentif à ce qui fait de nous des humains et pas vraiment. C'est pas parce qu'on fait des trucs subtils qu'on voit pas qu'on est des gens subtils pour autant. Et donc pour la même chose, si on veut corriger les idées reçues, on retombe dans les mêmes travers, on est encore en train d'identifier des choses d'une autre nature et corriger. Et en parlant de ça aussi, il y a autre chose, donc le fait d'aller en Suisse, je reviens toujours à ça parce que je reviens à ce que je connais forcément, mais pareil, en Suisse, donc il y a des étudiants qui sont germanophones, qui parlent allemand, et ils ont dû faire un travail de master récemment, et ils ont utilisé le terme croyance. Et ils ont eu le problème, c'est qu'en allemand, si tu utilises le terme croyance, ça a vraiment une connotation religieuse. Donc pour dire que nous, ce qu'on utilise croyance, par exemple, on pense que oui, le genre a des fausses croyances, mais chez les Allemands ou les gens qui sont germanophones, ça n'a pas de sens de parler là, ça pose problème. Donc on parle de représentation ou de choses comme ça, quoi, plutôt que... Faire changer les pensées du patient, en fait, c'est vain. C'est-à-dire qu'en psychologie, il y a la restructuration cognitive, mais même la restructuration cognitive a changé, c'est-à-dire elle n'est pas faite, peut-être que pendant un moment c'était le cas, mais elle n'est pas faite pour faire changer d'idée au patient, elle est faite pour justement améliorer sa souplesse autour de ses pensées. C'est-à-dire qu'à se dire que finalement, ouais, c'est peut-être pas si vrai que ça. Peut-être qu'il y a des chances que ce soit pas tout à fait ça. Ou peut-être que finalement, je peux faire avec cette pensée. Et donc voilà. Et c'est vrai que la thérapie cognitive fonctionnelle, alors même si ce n'est pas que ça, a quand même beaucoup tourné autour de ça. Mais ils évoluent, c'est toujours pareil. En fait, ils évoluent. Donc moi, entre le moment où j'ai fait ma formation et maintenant, quand je revois les articles, tu dis oui, effectivement, eux, ils ont l'air aussi assez souples sur leurs pensées parce qu'ils se sentent capables de modifier leur contenu. Donc forcément, ça va évoluer. En tout cas, c'est vrai que sur la posture de Peter O'Sullivan, ça a été un peu dur pour moi et ça a fait penser un petit peu, je sais pas si tu connais ou si les auditeurs connaissent, mais ce portrait de Norman Rockwell où tu as un gamin en fait qui est devant la commode de ses parents, il a ouvert tous les tiroirs et en fait il a trouvé un bonnet de Père Noël, un habit de Père Noël, les chaussures de Père Noël et en fait il découvre à ce moment-là que en fait le Père Noël n'existait pas mais c'est toujours son père qui se déguise en Père Noël. Et voilà, moi ça a été le fait de revoir Peter O'Sullivan quelques temps après m'être formé en TCC, ça a été ça, c'est de me dire ouais, j'avais l'impression voilà que c'était un peu le Père Noël, que c'était un petit peu le voilà et que finalement voilà, mais il est humain quoi, c'est aussi ça c'est voilà, il y a une posture qui pour moi est du coup super gênante. Et ça amène ce dont j'aimerais que tu parles finalement. D'abord, tous nos patients ne se ressemblent pas. En plus, tous les praticiens, tous les kinés ne se ressemblent pas, ni physiquement, ni cognitivement. Et finalement, il y a quand même, et moi j'avais bien aimé quand on avait discuté, que tu parlais de finalement identifier qui on est. Et toi-même, tu as eu un parcours à un moment, de voir, est-ce que kiné du sport, ça le ferait ou ça le ferait pas. Et cette question de qui on est, qui on est en tant que thérapeute, je trouve que tu l'abordes bien. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu, toi, comment tu vois les choses par rapport à ça. En fait, qui je suis, du coup, je l'ai un petit peu expliqué dans le premier épisode, mais en fait, effectivement, je pense que ce qui est important en tant que thérapeute, c'est effectivement de savoir qui on est chacun en tant que thérapeute. C'est-à-dire que j'ai fait, moi, au départ, un DU de kiné du sport, et parce que j'étais sportif, mais je me suis aperçu que prendre en charge un patient sportif, c'était pas du tout mon truc. Parce que justement, cette posture horizontale qui est pour moi assez naturelle, en fait, convient beaucoup moins pour un sportif qui va avoir besoin beaucoup plus de rythme, de séances, de nombre de séries. Ça me convient pas. Et donc, petit à petit, finalement, j'ai affiné mon travail et maintenant, j'en suis arrivé
pour être confortable dans ma pratique, à avoir un cadre de travail qui est très restreint, c'est-à-dire que je prends en charge des patients qui ont des douleurs chroniques, parfois complexes, pas chroniques, quand c'est au bout d'un mois et demi, 2 mois que c'est vraiment le bazar, ça m'arrive de les voir, mais souvent c'est déjà bien chronique. Et je les prends sur 10 séances maximum. Avec ce cadre-là, ça montre aussi que notre travail est un travail fini, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas leur apporter une solution où ils vont devoir venir me voir tout le temps. L'idée, c'est qu'ils puissent être autonomes. Donc, à travers ce nombre de séances que je définis au début, je leur dis indirectement, il va y avoir une fin à nos séances. Est-ce que ce sera la fin du traitement et la fin de la douleur ? Très rapidement, on en vient au fait que, pas toujours. Ça peut être le cas, hein, bien heureusement. C'est pas parce qu'on travaille avec la douleur chronique qu'on n'a pas des améliorations totales. Tout dépend du phénotype de chacun. Mais en tout cas, on ne fera pas plus de 10 séances. Alors, souvent les espaces, bien entendu, les séances, pour que le patient puisse vraiment avoir de plus en plus d'autonomie, mais on ne fait pas plus de 10 séances. Et je leur dis aussi qu'on doit avoir au bout de 3 séances, on doit avoir de l'amélioration. Si on n'a pas d'amélioration au bout de 3 séances, c'est qu'a priori, il y a d'autres choses que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, et que c'est peut-être préférable dans ces cas-là d'avoir d'autres thérapeutes. Donc, moi, j'ai un cadre de travail qui me permet d'être assez confortable parce que j'ai pas de patients que j'ai au long cours, comme les patients qu'on peut voir des fois dans les cabinets de kiné qui viennent 2 fois par semaine pour se faire masser parce qu'ils ont mal au dos. J'ai pas ça. Ça m'évite une routine. Ça m'évite une routine et c'est ça qui me convient en fait. C'est avec les années, j'ai pu préciser de plus en plus mon cadre de travail. Et ça, moi, j'encourage vraiment un maximum de personnes à essayer de savoir quel est leur cadre de travail parce qu'en fait, une fois qu'on connaît son cadre de travail, forcément, on est beaucoup plus confortable parce qu'on peut se conformer à son cadre de travail. Donc, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, qui on est au fond de nous ? Et moi, je suis un thérapeute TCC de nature très horizontale, donc je ne peux pas être un coach sportif. C'est pas possible, c'est pas en moi. Ça me plaît, ça, parce que et ça rejoint. On se ressemble pas tous, donc on peut pas demander aux autres de ressembler. Et effectivement, on a des qualités, de trouver là où nos qualités seraient les plus au service de la communauté, si on veut. Et ça, alors, je reprécise un truc ta réflexion m'amène ça, c'est que il y a une certaine tendance à s'orienter vers la psychologie en formation. Parce qu'on parle du biopsychosocial et puis on s'aperçoit bien souvent qu'on ne sait pas trop quoi faire avec le biopsychosocial. Mais pour pouvoir avoir une posture très horizontale comme ça et travailler en partenariat avec le patient, il faut s'en sentir capable, il faut avoir envie de ça. Et on a parfois des personnes qui arrivent en formation et qui disent « Oh là là, mais... non, quoi !» je vois pas l'intérêt, non mais le patient il faut le pousser, et c'est ok, et bien entendu tout est ok. La question, on en revient encore une fois à ça, c'est qui on est. Et si on est un thérapeute qui est capable d'accepter justement ce côté collaboratif en disant je sais pas plus que le patient où on va, mais on y va ensemble, à ce moment-là, c'est vrai, s'orienter vers cette pratique des TCC, la pratique éclairée par la psychologie, ça a du sens. En parlant de ça, Rémi, quelle est ta pratique du coup actuellement ? Est-ce que tu fais de la psychologie ? Comment ça se passe en tant que kiné de manière très concrète ? Ouais, alors on peut peut-être avoir une vision, se dire en fait il ne fait que parler au patient et il travaille sur un bout de table et il dessine des trucs avec le patient, ce qui est en partie vrai. Finalement, quand les gens viennent me voir au cabinet, que ce soit les étudiants ou des thérapeutes, en fait ils sont surpris parce que en fait c'est une pratique de kiné complètement classique. C'est-à-dire que si on n'a pas de notion de communication, si on n'a pas de notion particulière sur les échanges avec le patient ou de psychologie, on peut très vite avoir l'impression que finalement je fais un boulot de kiné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je touche le patient, je masse le patient, je lui fais de la thérapie manuelle, je le fais bouger. Donc finalement, je fais un travail de kiné. C'est dans l'approche du patient et dans la façon dont on discute que vraiment la différence se fait. Et cette posture horizontale, elle n'est pas là que lors de la première séance et de la phase de discussion. Elle est permanente. Quand je suis avec mon patient et que je mobilise au niveau lombaire, là aussi, j'ai une pratique très horizontale parce que je lui demande « qu'est-ce que vous sentez ?» Okay ? Et si mon patient me dit « ça commence à me faire mal », je fais « ok, et qu'est-ce que vous en pensez ?» Voilà, et donc du coup, je suis là encore une fois en train de faire une analyse fonctionnelle, de savoir ce que ça fait quand on déclenche de la douleur. Mais je fais mon travail de kiné finalement. Et c'est ça qui est intéressant dans la pratique éclairée par la psychologie et ce qui fait la différence avec les TCC, c'est que
On ne les fait pas forcément que à un bureau, quoique les mises en situation, par exemple pour les phobies, on peut les faire aussi en extérieur, en TCC. Mais en fait, nous, on peut, lors de nos mobilisations, par exemple, tout à fait mettre en pratique la pratique éclairée par la psychologie. Je vais marcher avec mon patient en extérieur, je peux faire de la pratique éclairée par la psychologie, je peux mettre en place une analyse fonctionnelle. Moi, je touche beaucoup les patients et toutes les parties du corps. Si mon patient me dit qu'il a mal à la tête, je vais aller lui toucher la tête parce que je pense que c'est important. S'il me dit qu'il a mal au ventre, je vais aller lui toucher le ventre. S'il me dit qu'il a mal au genou, je vais aller toucher le genou. Ça paraît peut-être plus logique. Mais voilà, je vais toucher avec son consentement toutes les zones et quand je touche une zone, globalement, là, je rentre dans une posture qui est légèrement différente de celle d'un thérapeute classique, peut-être bien. Mais en tout cas, ça ressemble à de la kiné, à 90%. Et c'est en ça que ça reste une pratique éclairée par la psychologie, ça reste ta pratique, donc t'es kinésithérapeute, ça reste de la kinésithérapie, et juste avec cet éclairage qui te permet justement de résoudre des situations complexes, où justement, par définition, le modèle biomédical a échoué, parce qu'effectivement, c'est ça aussi, il y a une présélection finalement, c'est que ceux où la chirurgie a fonctionné, a été la solution, il n'y a pas de raison qu'ils se retrouvent là. Ce serait un peu bête de repartir dans le modèle biomédical, parce que si on écoute bien le patient, pour ces patients-là, ils sont là parce que ça a échoué. Donc on est presque obligé, rien que par bon sens, de chercher et de changer de modèle. Ce serait déjà rien que ça, c'est déjà un début de solution. Tout à fait. Et puis les patients, en fait, ils sont très preneurs d'un travail du coup qui reste dynamique parce qu'ils s'attendent à aller chez le kiné ou chez l'ostéo. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine attente de ce qu'ils vont trouver. Mais souvent, en fait, le fait de faire du sens de leur souffrance, ça change complètement la donne. Et ça matche bien avec quelque chose de dynamique et d'actif. Enfin, c'est gagnant-gagnant, j'ai l'impression. Donc c'est quelque chose qui me semble en tout cas forcément intéressant, puisque moi je l'ai mis en place, là aussi j'ai un biais. Mais en tout cas, même dans la littérature scientifique, cette pratique éclairée par la psychologie, elle semble vraiment pertinente. Merci Rémi, justement, moi je trouve vraiment que ça a du sens, et ça donne du sens justement au vécu du patient. Rémi, avant qu'on se quitte, donc moi je voulais te remercier parce que justement, comme je dis, j'apprends des choses en faisant ça et j'ai appris des choses. Merci à toi. Et j'ai pris plaisir en même temps, donc on joue à l'utile à l'agréable. Est-ce que justement tu pourrais nous dire ton agenda, c'est-à-dire toi, si par exemple aujourd'hui quelqu'un voudrait se former là, donc dans cette approche, je sais que toi tu enseignes justement les TCC dans le cadre des thérapies physiques, la kiné. Est-ce que tu peux nous dire un peu les dates à venir, les choses comme ça? Donc j'interviens en DUTCC de la douleur chronique et au DUTCC, mais du coup, là c'est une inscription sur une année. Mais sinon, on fait une formation donc du coup avec Elsa Imhoff, qui est psychologue, avec Shake Up Formation. Vous pourrez retrouver les dates. En fait, on fait une date à Paris à la fin de l'année. D'ailleurs, je tiens à passer un petit coucou à Elsa, elle a remercié parce que là dans le podcast j'ai notamment parlé de restructuration cognitive et c'est quelque chose qui au départ n'était pas gagné pour moi, mais elle a réussi à me convaincre de l'intérêt d'avoir un peu de souplesse et puis du cadre aussi qu'on pose dans notre thérapie, et c'est elle c'est vrai qui m'a encouragé vraiment à encore plus poser ce cadre-là que ce que j'avais pu le faire avant. Donc voilà, donc je fais cette formation-là avec elle et c'est vrai que on parle de tout ce que j'ai pu amener en fait un petit peu sur ces épisodes. Au niveau de la pratique éclairée par la psychologie, sur tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres formations qu'on fait notamment en acte avec Shake Up Formation. Et puis sinon, dans mes projets, il y a une deuxième saison du podcast Trajectoire de santé. C'est vrai que j'en ai pas parlé au début de l'épisode dans ce que je faisais. J'ai un podcast qui s'appelle Trajectoire de santé, qui n'est pas spécialement pour les kinés ou pour les ostéos, qui est pour des professionnels de santé ou même des patients, même un petit peu tout le monde, où on aborde des notions diverses et variées. On a abordé sur la première saison la sociologie. On a quand même parlé douleur parce qu'il y avait une patiente qui nous parlait de sa fibromyalgie. Enfin voilà, il y a eu pas mal de petites choses. La notion de partenariat patient que tu as évoqué à un moment donné, ça aurait mérité qu'on développe, mais voilà, on n'a pas le temps de tout faire. Et voilà, il y a une deuxième saison qui s'annonce, qui devrait sortir en 2023, avec pas mal d'invités, et puis notamment des politiques. Voilà. Au programme. Très bien, bonne nouvelle. Et c'est vrai que pour la partie sur le patient partenaire qu'on n'a pas développé, les auditeurs peuvent se reporter sur tes 2 épisodes de podcast, c'est les 2 premiers. Avec Vincent Dumez, qui est le premier patient partenaire qui a enseigné le premier à enseigner en fac de médecine.
Merci encore Rémi. Et donc toujours pareil, si jamais vous avez des réactions à ce podcast, vous pouvez réagir sur les réseaux, hein, sur la page de Cookie Learning, mais également vous pouvez nous envoyer des vocaux avec vos réactions et on peut en faire un épisode bonus si on en a assez. Donc Rémi, merci encore. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà, vous pouvez suivre Rémi sur le Shake Up Formation. Et sur les réseaux autrement. Merci à toi Marco pour l'invitation, c'était très chouette. Bon ben, à bientôt.